Fondamentaux boursiers, l'année 2025 démarre très fort sur le plan fondamental. Emploi US, la réserve fédérale des États-Unis est dès cette semaine, dès cette seconde semaine du mois de janvier, dès ce vendredi 10 janvier, la Fed se trouve sur le fil du rasoir, chers amis. Point fondamental complet, et bien sûr point technique comme d'habitude, sur le S&P 500. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, ravi, superbement ravi, lundi 6 janvier 2025, premier Top Gun de l'année. Chers amis, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2025, des vœux de santé tout d'abord, de bonheur, mais forcément tout commence par la santé, et bien sûr des plus-values en bourse, sur le marché action, sur le marché des changes, sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des matières premières, sur le marché obligataire. J'espère que nous allons passer ensemble une superbe année 2025. Et d'ailleurs, cette année 2025, on perd pas de temps. L'année de 2025 démarre très fort. Je me suis presque fait mal. Très fort sur le plan des fondamentaux. Ne perd pas de temps. Nous avons quitté 2024. Avec Thomas, nous vous en avons fait le bilan. Lors d'un enregistrement, d'un triple enregistrement, marché action, matières premières, marché d'échange, marché des crypto-monnaies, dans les bureaux de Swissquote à Gland. Mi-décembre, vous avez sur la chaîne YouTube en page d'accueil les 3 vidéos. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, parce qu'il faut savoir d'où nous partons. Pour se projeter sur cette nouvelle année boursière, pour se projeter sur cette année 2025, il faut savoir d'où nous partons. Et en particulier ici dans le Top Gun, nous parlons du marché action. Et l'année 2024 fut superbement haussière, sauf pour quelques rares indices boursiers, notamment ce bon vieux CAC 40. Mais l'année fut largement haussière pour le marché action américain, avec de nouveaux records historiques sur le S&P 500, et donc l'idée de savoir est-ce que cette année 2025 verra le S&P 500 aller encore plus haut. Pourquoi pas 6500 points? Bon. Mais pour ce faire, il faut des fondamentaux boursiers qui autorisent davantage de hausse. Et donc justement, la semaine, cette seconde semaine du mois de janvier, est le véritable commencement fondamental boursier de l'année 2025. Et on commence directement par du lourd. Vous savez, vous vous souvenez, j'ai fait des vidéos sur le sujet. La Fed a dévoilé mi-décembre sa dernière décision de politique monétaire. Certes, elle a baissé ses taux. 4e baisse de taux depuis septembre dernier. Mais, une baisse de taux 25 points de base. Mais voilà, elle a délivré un discours d'une intransigeance redoutable, faisant que le marché pense qu'il n'y aura cette année qu'une seule baisse de taux, peut-être 0, grand max 2. Mais en tout cas, pas le mercredi 29 janvier 2025, mercredi 29 janvier 2025, qui est la première décision de politique monétaire de la Fed de l'année. La probabilité que la Fed baisse ses taux ce mercredi, le mercredi 29 janvier, c'est 11%. Ça veut dire pas grand-chose. Mais voilà, cela va changer très vite. Je vous ai expliqué dans les 2 dernières éditions du Top Gun que la Fed avait été volontairement pessimiste, en tout cas dans certaines de ses prévisions globales macro, notamment en matière d'inflation, mais plutôt étonnamment optimiste quant à la croissance économique, quant à la solidité du marché du travail, au point alors qu'elle n'en avait pas besoin, au point d'avoir diminué son seuil d'alerte de taux de chômage en pourcentage de la population active pour l'économie US. Elle avait un seuil d'alerte à 4,4%, ce qui signifie que si le taux de chômage dépassait 4,4%, elle considérait qu'il fallait rendre la politique monétaire davantage accommodante. En clair, des baisses de taux. Mais elle a eu besoin d'abaisser ce seuil d'alerte à 4,3% de la population active. Le taux de chômage US est actuellement à 4,24% de la population active. Ça, c'est en valeur relative. En version absolue, il y a quasiment 7 200 000 chômeurs aux États-Unis. C'est au plus haut de 4 ans. Et on est quasiment là, à quelques dizaines de milliers près, au niveau du record de 2024 établi en juillet dernier. Pourquoi la Fed a-t-elle besoin de mettre un seuil d'alerte exactement où nous sommes? Cette semaine, les amis, cette semaine du lundi 6 janvier, voit la mise à jour. On va pas perdre de temps. Si vous voulez des sensations fortes, en bourse, ça va commencer cette semaine. Cette semaine du 6 janvier voit la mise à jour de toutes, j'ai bien dit de toutes, les statistiques américaines du marché du travail.
les créations d'emplois, les destructions d'emplois, l'enquête ADP, le rapport NFP, les inscriptions hebdomadaires au chômage et tout ce qui en découle, et en particulier ce vendredi 10 janvier, le rapport NFP. Les créations d'emplois, la croissance des salaires, le taux de chômage, les créations d'emplois par compartiment, industriel, service, tous les détails, par industrie, par secteur. Et voilà donc que la situation actuelle du marché du travail US, qui est on va dire en ralentissement depuis environ 18 mois, voilà que l'année 2024 a vu le taux de chômage terminer au plus haut, quasiment au plus haut, et en nombre de chômeurs, vraiment au plus haut du plus haut. Et la Fed nous a collé un seuil d'alerte juste au-dessus, juste au-dessus. Mais tout en nous disant, on ne baissera pas les taux, il n'y a pas besoin. La Fed a affiché une confiance dans la solidité du marché du travail US. Elle n'était pas obligée d'afficher une telle confiance. Elle aurait pu laisser son seuil d'alerte à 4,4. Non, elle l'a mis à 4,3. Autant vous dire, cette semaine, ce ne sera peut-être pas le cas. Ça, nous verrons. Il y a des indicateurs qui permettent de se projeter, des indicateurs avancés, mais au final, seul compte le jour du NFP. Autant vous dire que si, ce vendredi 10 janvier, le taux de chômage aux États-Unis fait un micro-tic à la hausse, 4,3. Si le nombre de chômeurs en millions de personnes aux États-Unis dépasse son sommet de 2024, en clair, que cette tendance haussière, qui est lente mais qui est quand même haussière, depuis 18 mois se poursuit, la Fed est prise au piège. Puisqu'elle nous a dit mi-décembre, mais non, le taux de chômage ne dépassera pas 4,3. Pas besoin de baisser les taux. Alors, peut-être que le taux de chômage ne va pas monter cette semaine. Effectivement, ce n'est que le début d'année. Donc nous verrons. Mais la Fed a affiché une telle confiance dans cette solidité du marché du travail, alors aussi malheureusement, d'après elle, une croissance qui sera inflationniste, on verra. Que là, pour le coup, autant sur l'inflation, je vous ai fait tout un topo comme quoi elle pouvait voir venir, autant sur l'emploi, elle ne peut pas voir venir. Donc cette semaine va être complètement passionnante, avec de lundi à jeudi beaucoup de statistiques de l'emploi US mises à jour, notamment les job openings, c'est important, mais surtout le rapport NFP. Les créations nettes d'emploi, le taux de chômage, le nombre de chômeurs, les créations par secteur, tout ça, il faut tout décortiquer. Je vais tout reprendre, je vais vous faire un état des lieux. Donc justement, il y a plusieurs choses. Alors déjà, je vous invite à aller voir le bilan de l'année 2024 que nous avons fait avec Thomas. Attention cette semaine, c'est petite larme, bon là, mais je pleure pas à cause de la lumière que j'ai dans les yeux, ça assèche tout. Mais journée de deuil national aux États-Unis, jeudi 9 janvier. Suite au décès de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Donc, jeudi 9 janvier, beaucoup de marchés américains sont fermés ou ce sont des demi-séances. Donc, attention cette semaine. Jeudi, pas beaucoup de liquidités, mais vendredi 10 janvier, il y aura bien tous les chiffres habituels de prévus, et notamment ce rapport NFP-US. Toutes les statistiques donc, du marché du travail américain. Donc, je vais vous réexpliquer pourquoi, en graphique, pourquoi la Fed est sur le fil du rasoir en termes d'emploi. Je vous refais aussi un topo complet sur l'état actuel du marché du travail US. Et donc, tous les chiffres sont mis à jour cette semaine. Donc là, ça va vous permettre de voir d'où on part. Et puis, nous verrons bien ce qui va être mis à jour. Et je vous ferai le débriefing dans le prochain Top Gun. Et comme chaque lundi, le suivi analyse technique de l'indice S&P 500. C'est parti, emploi US, l'année 2025 démarre très très fort sur le plan fondamental. Vous avez ici une petite photo de Wall Street, et ici encore une petite photo de Wall Street. Alors, moi j'y suis allé 4 fois à New York, aux États-Unis plus de fois. C'est tout petit en fait cette rue, c'est complètement compressé. Il n'y a pas de vue dégagée sur ce bâtiment, mais ça reste quand même impressionnant. Sud de Manhattan, donc Finance District, voilà. Donc oui, bonne année à toutes et à tous, meilleurs vœux de santé, bonheur et plus-value. Après une année 2024 en mode risk on, l'année 2025 démarre d'entrée de jeu très fort. Donc voilà, ça c'est l'intro que je viens de vous faire à l'oral, je vous l'ai remis. Donc les 5 parties sont ici. Et donc nous commençons par la première partie. Et oui, Market Outlook, marché action, avec l'excellent Thomas Veillet et... je sais pas, à vous de juger pour l'adjectif. Votre serviteur Vincent Gann. Et donc je suis ici en train de caresser un animal. L'année dernière, c'était le boule. Bon, et bien là, nous avons mis le bear. Ça ne veut pas dire pour autant que nous croyons une année 2025 baissière,
Mais je vous invite à reprendre cette vidéo. Elle se trouve en page d'accueil du site Swissquote en français, de la page YouTube, où avec Thomas, nous avons fait un bilan, et notamment les fondamentaux importants à suivre pour cette année 2025. Jour de deuil national aux États-Unis pour l'ancien président Jimmy Carter, le jeudi 9 janvier. Donc là, j'évacue tout de suite les détails de la semaine. Enfin, la mort de Jimmy Carter n'est pas un détail, mais bon, la mort d'une personne, c'est toujours triste. Mais en ce qui nous concerne ici, ça change beaucoup de choses le jeudi 9 janvier, à savoir que vous avez ici les datas du CME Group, Bourse de Chicago. Vous avez beaucoup de marchés qui seront soit concernés par une séance écourtée, soit complètement fermés. Alors, les horaires qui sont indiqués ici, bien sûr, ne sont pas les horaires ni de la France, ni de la Suisse, ni de l'Europe, ni même d'ailleurs de New York. Les États-Unis sont divisés en plusieurs fuseaux horaires. Il s'agit de l'heure aux États-Unis dite Central Time, donc qui n'est pas non plus l'heure de la côte Est. Donc je vous laisse faire les traductions, c'est pas compliqué. Si vous ne savez pas, vous demandez à ChatGPT quelle est l'heure actuellement aux États-Unis en Central Time, et vous allez comprendre, voir le décalage horaire, et donc vous pourrez faire la traduction vous-même pour... Voilà, mais bon, bref, Allez, donc le cœur de la vidéo, taux de chômage US, la Fed est sur le fil du rasoir. Attention au moindre tic à la hausse ce vendredi 10 janvier pour le taux de chômage aux États-Unis et pour le nombre de chômeurs aux États-Unis. Taux de chômage US, la Fed est donc sur le fil du rasoir. Attention au moindre tic à la hausse ce vendredi 10 janvier. Alors, je vais vous réexpliquer pourquoi en détail. Je vous ai mis à droite à nouveau deux graphiques. Le mois de janvier démarre très fort sur le plan fondamental pour le marché action américain, alors que les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale pour le mercredi 29 janvier sont très faibles. Donc, quand je dis très faibles, vous avez comme d'habitude l'outil CME Fed Watch Tool qui vous permet de voir, alors selon le prix des contrats futurs basés sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, qui sont donc négociables, bien, on en déduit ce qu'on appelle des probabilités implicites. Donc ici, vous avez à gauche les dates des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décisions de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale des États-Unis, 8 ans forts. Et ici, vous avez donc le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Donc c'est une fourchette, hein, mais moi, lorsque je m'exprime, je donne toujours le haut de la fourchette. Donc nous sommes actuellement, le taux de la Fed est à 4,50. Et vous pouvez constater que, au stade actuel, avec les données qui sont à notre disposition, la haute finance envisage qu'avec plus de 88% de probabilité, la Fed ne baisse pas ses taux le 29 janvier, ne les baisse pas non plus le 19 mars, et peut-être le 7 mai, avec une petite probabilité dominante. Nous en sommes donc là. Mais voilà, tout peut aller très vite. La Fed est sur le fil du rasoir, et c'est sa faute, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'introduction. Elle a décidé de se mettre elle-même sur le fil du rasoir. Les choses pourraient évoluer très rapidement. Rappelons que la Fed, cette bonne vieille Fed de ce bon vieux Powell, Jerome Powell, qui est en poste encore jusqu'en février 2026, pardon. Rappelons que la Fed a douché les espoirs de nombreuses baisses de taux en 2025 lors de sa dernière décision de politique monétaire, essentiellement à cause de la résilience de l'inflation au 4e trimestre. Mais la Fed a aussi abaissé son seuil d'alerte en matière de dégradation du marché du travail. Elle a affiché donc une confiance totale dans la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Je vous renvoie à nouveau vers donc ce tableau des toutes dernières mises à jour des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis, tableau que nous avons déjà détaillé ensemble, mais cette semaine est majeure puisque vous avez, vous le savez donc, cette semaine du 6 janvier, la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi, et en particulier donc le rapport NFP vendredi 10 janvier, la Fed, lorsque vous comparez ces anticipations qu'elle avait proposées en septembre dernier par rapport aux anticipations qu'elle a proposées en décembre, elle a trouvé le besoin, regardez, d'abaisser son seuil d'alerte quant au marché du travail américain, l'établissant à 4,3% de la population active. Et la Fed nous a dit que, selon elle, ces 3 prochaines années, le taux de chômage ne dépassera pas 4,3% de la population active. Mais quelle arrogance!
Quelle confiance en elle? Je m'explique tout de suite. Je m'explique tout de suite. Voyez par vous-même où se trouve le taux de chômage actuel aux États-Unis. Il est à 4,24%. Car ici, c'est arrondi. Il est à 4,24. Et la Fed nous dit, non, non, pendant 3 ans, ça ne dépassera pas ce seuil, et donc on ne baisse pas les taux. Mais comprenez tout de suite dans quelle posture elle s'est mise. Tout peut changer très vite. Imaginez ce vendredi 10 janvier, 4,31, 4,32, 4,34. Ben voilà, tout ce qu'elle nous a dit valable pendant 3 ans, au bout de 2 semaines n'est plus valable. Et donc elle est obligée à ce moment-là de reprendre ses baisses de taux. Donc c'est là où elle a été maligne, la petite, en abaissant son seuil d'alerte. Alors, vous savez, un autre graphique important. Vous avez ici non pas le taux de chômage relatif, mais le taux de chômage absolu, en nombre de chômeurs. Bien regardez, déjà la tendance n'est pas bonne depuis 18 mois, et lors de la mise à jour du dernier rapport NFP, le nombre de chômeurs aux États-Unis est monté à 7 145 000, tout proche du record de juillet 2024 à 7 163 000. Et nous sommes revenus sur des niveaux de chômeurs datant de l'automne 2021. Donc c'est là où c'est incompréhensible ce qu'a fait la Fed. Pourquoi a-t-elle affiché une telle confiance? Pourquoi a-t-elle trouvé le besoin d'abaisser son seuil d'alerte? Alors que la dynamique n'est pas exceptionnelle. Imaginez ce vendredi 10 janvier donc. Ce vendredi 10 janvier, vous avez la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis, qui consiste en un certain nombre de statistiques du marché du travail US. Je vais vous donner les détails dans le slide suivant. Mais avec un seuil d'alerte établi à 4,3% de la population active, la Fed pourrait donc sensiblement modifier son rythme à venir des baisses de taux si le taux de chômage devait monter à 4,3, voire même le dépasser. Et le nombre de chômeurs aux États-Unis, cette fois-ci en millions de personnes, il est sur un plus haut de 4 ans. Imaginez un tant soit peu que ce vendredi 10 janvier, le nombre de chômeurs monte de 20 000 personnes et dépasse le sommet de juillet dernier. Alors tout ce que la Fed nous aurait dit, mi-décembre, tomberait déjà à l'eau. Pourquoi a-t-elle trouvé le besoin de se mettre à ce point en risque, de se mettre à ce point sur le fil du rasoir? Peut-être qu'elle a un désir caché de reprendre plus rapidement que prévu ses baisses de taux, ou peut-être a-t-elle réellement confiance dans la solidité de l'économie américaine. Car la Fed nous a dit qu'il n'y a pas de récession, elle nous a même dit que la croissance allait accélérer. D'où vient cette confiance? Dans tous les cas, la Fed s'est donc mise dans une position délicate, donc je trouve que l'expression sur le fil du rasoir adaptée, dans le sens où ce vendredi 10 janvier, c'est déjà une semaine de reality check. Les Américains aiment beaucoup cette expression, reality check. Et vous connaissez la réactivité, le pragmatisme de la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc en l'état, ce qu'elle nous a communiqué mi-décembre, qu'a stressé le marché. Vous avez suivi l'impact que cela avait eu sur le S&P 500 le mercredi 18 décembre, ce drop de 6100 points à 5950 points. Eh bien, tout ce qu'elle nous a communiqué pourrait être rapidement remis en cause. Alors naturellement, si ce vendredi 10 janvier, le taux de chômage reste à 4,2 ou une baisse à 4,1, eh bien, les chiffres lui donneront raison, en tout cas pour ce mois de janvier. Mais vous allez voir que le marché du travail américain ralentit. Alors, on va pas parler de dégradation, mais ralentit depuis 18 mois. Il y a plusieurs façons de le voir. Mais ce que je voulais vraiment insister, c'est que nous commençons donc vraiment ce mois de janvier de manière forte sur le plan fondamental. Il y a plusieurs façons de voir que le marché du travail américain ralentit. J'ai notamment remis ici donc l'évolution mensuelle des créations de postes aux États-Unis. Donc c'est aussi une statistique qui est mise à jour cette semaine du lundi 6 janvier. La dynamique n'est pas bonne et nous sommes quasiment revenus au niveau de la crise sanitaire, en amont de la crise sanitaire. Alors justement, ce marché du travail états-unien, où en est-il? Emploi US, on va parler d'une dégradation, d'une envolée du chômage. Nous pouvons parler plus justement d'un ralentissement continu depuis 18 mois. Toutes ces statistiques ici, que j'ai rassemblées dans ce tableau et que nous allons voir ensemble,
sont mises à jour cette semaine du lundi 6 janvier, pardon. Pas le lundi 6 janvier, mais cette semaine du lundi 6 janvier, elles sont mises à jour entre le mardi 7 et le vendredi 10 janvier. Donc vous avez pour ça la possibilité d'aller voir l'agenda économique, et donc toutes ces statistiques vont être mises à jour du mardi 7 janvier. On commence directement avec les créations d'emplois, GeoLTS Job Openings. Mercredi 8 janvier, l'enquête ADP. Le 9 janvier, les inscriptions hebdomadaires au chômage initial et continu. Et donc le vendredi 10 janvier, le fameux rapport NFP avec les créations nettes d'emplois, le taux de chômage, la croissance des salaires, le taux de participation, etc. Notez que le consensus envisage un taux de chômage à 4,2, stable. Donc sous le seuil d'alerte de la Fed. Mais c'est justement là où il y a un risque. Car si ce taux de chômage devait être de 4,3, tout de suite, ça va secouer. Donc nous verrons bien. En tout cas, c'est vraiment une première semaine fondamentale, majeure, pour le marché boursier US. Et donc la finance occidentale. Alors, le marché du travail américain est en ralentissement continu depuis 18 mois. Tout d'abord, la statistique la plus importante, le taux de chômage en pourcentage de la population active. Il est donc au contact du seuil d'alerte de la Fed, seuil d'alerte fixé à 4,3% de la population active, le moindre tic à la hausse sur le plan relatif et absolu. Donc j'insiste, il faut aussi regarder sur le plan absolu le nombre de chômeurs en millions de personnes, actuellement à 7 145 000. Et le record de 2024, c'était 7 163 000. Donc, vous voyez, il suffirait d'avoir 20 000 chômeurs en plus et nous dépassons le sommet de 2024. Ce qui n'est pas du tout ce que nous a dit la Fed. Certes, ce serait marginal, mais ça, c'est peut-être même encore plus important à surveiller que le taux de chômage aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires initiales et continues aux États-Unis. Donc là aussi, la dynamique n'est pas exceptionnelle. Vous avez ici les inscriptions hebdomadaires continues aux États-Unis, qui sont donc en fait des personnes qui se réinscrivent d'une semaine à l'autre. La dynamique n'est pas excellente et vous avez ici quelque chose qui, semaine après semaine, nourrit l'augmentation du chômage. Donc là aussi, c'est quelque chose qui laisse envisager que... Alors là, vous allez avoir le rapport NFP du mois, le vendredi 10 janvier, ça concerne... Ça concerne le mois de décembre. Enfin, je crois que les datas s'arrêtent au 12 au 14 du mois. Ce n'est pas un mois forcément connu pour avoir des fortes dégradations du marché du travail. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça va partir en vrille ce vendredi 10 janvier, que le taux de chômage va s'envoler. Je dis simplement que ça va être un sujet toute l'année, puisque ce taux de chômage est mis à jour le premier vendredi de chaque mois. Et comme nous sommes au contact du seuil d'alerte de la Fed, ça va être un sujet chaque début de mois. Et chaque début de mois, j'en remettrai une couche. Je suivrai ça. Le taux de chômage U6 aux États-Unis. Le taux de chômage U6 aux États-Unis. C'est-à-dire le vrai taux de chômage. Celui qui implique le travail précaire et les personnes qui ont renoncé à chercher un emploi. La dynamique n'est vraiment pas bonne. Lorsque je parle d'un ralentissement continu du marché du travail américain depuis 18 mois, je vous laisse observer la dynamique du taux de chômage U6. Là aussi, je trouve que la Fed a pris beaucoup de risques en affichant un tel optimisme sur les 3 années à venir pour le taux de chômage, où elle connaît des choses que nous ne connaissons pas. Voilà, donc en tout cas, le fait qu'elle ait abaissé son seuil d'alerte nous dit que si on passe au-dessus du seuil d'alerte, les baisses de taux sont beaucoup plus nombreuses que prévu. Et pour l'instant, les baisses de taux, la Fed nous en annonce 2 maximum. Et le marché, lui, il est encore plus pessimiste. Le marché, il pense qu'il n'y en aura qu'une maximum. Mais ce que je vous explique, c'est que tout ça peut aller très très vite. Et en particulier, selon l'évolution donc de ces données de l'emploi US. Alors, dans le rapport NFP, vous allez avoir aussi le taux de croissance annuel des salaires. Alors, les ouvertures d'emploi, les job openings, je vous en ai parlé tout à l'heure, la dynamique n'est pas bonne, c'est mis à jour le mardi. Le taux de croissance annuel des salaires, c'est ce qui fait le lien entre inflation et emploi, actuellement stable à 4%. Alors, tout rebond au-dessus de 4% diminue les anticipations de baisse de taux. Par contre,
Si la croissance des salaires bascule sous 4%, ça va augmenter les anticipations de baisse de taux. Et donc, vous avez ici, voilà, vous voyez que c'est stable depuis 2 mois, le taux de croissance des salaires, et que nous sommes dans une dynamique flat après être tombé à 3,6. Nous sommes à peu de choses près revenus sur des croissances en amont de la crise sanitaire. Alors, ça c'est un indicateur de récession important, le real time, la règle de SAM, qui consiste en une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage, et la règle de SAM nous dit que si cette moyenne mobile est en hausse de 0,50, plus de 0,50, nous sommes en récession. Et donc, actuellement, donc moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois, et actuellement, elle est en hausse de 0,43. Donc, nous ne sommes pas en seuil de récession. Il y avait une petite alerte cet été à 0,57, mais finalement, nous sommes repassés sous le seuil d'alerte. Donc, pour l'instant, rien à signaler là-dessus, et ce sera mis à jour avec, justement, vendredi 10 janvier, la prochaine mise à jour du rapport NFP. Et vous avez enfin donc les créations nettes d'emplois, ou non-farm payroll. Alors, vous aviez une chute à 36 cas du fait de grèves industrielles et portuaires en septembre, et puis lors du dernier NFP, ça a rebondi à 227 cas. Bon, pour ce mois de décembre, le consensus est 150 cas, mais rappelez-vous que on considère que le seuil c'est 100 cas, le seuil d'alerte, car sous 100 000 créations nettes d'emplois, on considère que le marché du travail américain n'est pas capable d'absorber les nouvelles arrivées dans la population active. Là, le consensus est 150 cas. Donc, en gros, tout chiffre sous 150 cas va venir augmenter les anticipations de baisse de taux de la Fed, et au contraire, tout chiffre bien meilleur que 150 cas viendra diminuer les anticipations de baisse de taux de la Fed. Et si l'économie américaine est capable de créer beaucoup d'emplois, bien sûr, ça ira dans le sens aussi d'un taux de chômage qui ne dépasserait pas le seuil d'alerte de la Fed à 4,3% de la population active. Et donc, comme chaque semaine, la mise à jour du point technique du S&P 500, qui est toujours en construction de la sous-vague 4 de la grande 5, la fameuse sous-vague 4 de la grande 5. Alors, où en sommes-nous précisément? La sous-vague 4 de la grande 5. Donc, alors, je reprends les choses comme d'habitude dans l'ordre. Alors, tout d'abord, en données mensuelles RAS, moi j'estime que cette divergence baissière arrivera quelque part en 2025, plus probablement au second semestre de l'année 2025, où nous aurons un signal de fin de cycle haussier important sur cet horizon de temps. La dernière clôture mensuelle, celle de décembre, ne donne pas de divergence. Alors par contre, en données hebdomadaires, nous sommes toujours sous l'effet d'une divergence prix-momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI. Nous sommes, alors, moi j'estime que nous avons ici une vague 5 qui viendra culminer quelque part en 2025, d'accord? C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas cette semaine, c'est pas ce mois-ci, c'est quelque part au milieu de tiers de l'année 2025. Cette vague 5 n'est pas terminée, et ce, tant qu'on ne casse pas de support qui y mettrait un terme pour de bon, ou qui invaliderait le décompte, ou en fait, pour certains, elle a été finie là. On peut trouver, mais moi j'estime que non, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, nous sommes dans la construction de cette vague 5, à l'intérieur de laquelle nous sommes partis pour une sous-vague 4. Une vague 4, c'est correctif. Nous sommes dans cette sous-vague 4 corrective. Donc, vous avez cette vague 5 ici qui est en construction, à l'intérieur de laquelle je cherche 5 temps. J'ai eu donc un premier temps, un deuxième temps, une grande 3 ici, dont la majeure partie a été assurée suite à la victoire de Donald Trump, et nous sommes dans une vague 4. La vague 4 retrace la grande 3. La vague 4 retrace la grande 3. Ça peut être 38 de retracement, rarement plus de 50. Bon, mais l'analyse Elliottiste dit qu'une 4 n'en font jamais le sommet de la 1. Donc, ça peut faire ça, avant de repartir. Pour cela, pour trancher, c'est là où la combinaison des facteurs techniques apporte des enseignements. J'y ajoute notamment donc, les enseignements du système Ishimoku. C'est quelque chose que je vous montrais déjà depuis 3 semaines. Et donc, en gros, la vague 4, la sous-vague 4 peut soit tenir le Kumo, soit dropper en dessous et repartir. Et en fait, le Kumo nous dit tout. Regardez comme, quand j'enregistre la vidéo, les bougies japonaises du S&P 500 contre-facteurs sont posées sur la SSA. Donc tant qu'on tient la SSA, il y a l'hypothèse que la 4 soit terminée. Par contre, la cassure de la SSA ferait que le S&P 500 viendrait traverser le nuage, et probablement jusqu'à ce que la lagging span vienne s'appuyer sur la SSA à son tour, et on voit que ça fait régulièrement support. Mais dans tous les cas, enfoncer le Kumo ferait qu'on aurait une vague 4 plus profonde, qui pourrait revenir retracer en direction, ici, des 5700 points,
probablement s'approcher de ce gap haussier qui avait été ouvert ici en septembre, avant de repartir ensuite. Et nous aurions donc une correction en A, B, C. Donc c'est l'hypothèse, c'est l'alternative du moment. Donc là, quand j'enregistre la vidéo, je ne sais, on verra bien lundi matin, mais quand je l'enregistre vendredi, nous sommes posés encore sur la SSA. Dans tous les cas, moi j'interprète ce mouvement correctif comme une sous-vague 4 de la grande 5. Et donc, une fois terminé cette sous-vague 4, un redémarrage au T1 2025 pour aller faire la 5 de la 5. Et là, la 5 de la 5 viendrait terminer un grand cycle haussier qui a démarré en octobre 2022. Alors, on a des éléments qui vont un peu dans ce sens-là. On a des éléments qui vont un peu dans ce sens-là, en particulier donc l'analyse du sentiment du marché avec ce sondage de l'Association américaine des investisseurs particuliers. Semaine après semaine, le réservoir des vendeurs se remplit, il dépasse sa moyenne historique. Le réservoir des acheteurs diminue, il est sous sa moyenne historique. Et donc, petit à petit, nous ne sommes pas encore dans un excès baissier, mais par contre, plus du tout dans un excès haussier en termes de positionnement. Cela ça fait partie des arguments qui valident une sous-vague 4 avant de redémarrer une sous-5 de la grande 5. De la même façon, l'approche quantitative nous montre que, en regardant le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, il n'y a pas du tout d'excès bullish. Nous sommes en train de tendre vers une partie basse, ça peut aller jusque-là avant de se relancer, mais ça va plutôt dans le sens, là aussi, d'une vague intermédiaire sous vague 4 avant de relancer la vague 5. L'incertitude étant l'amplitude de la 4. Soit tenir le cubo, soit l'enfoncer, et soit revenir s'appuyer ici et peut-être trouver SMA 200 et repartir. Ça, c'est l'incertitude du moment. Et nous en saurons probablement davantage avec les chiffres de l'emploi US cette semaine. Chers amis, j'espère que ce point vous a plu. Merci encore une fois de votre fidélité, merci pour tout, et passez une excellente semaine.